Alors, Bismillah. Bonjour tout le monde. Je vais enchaîner sur le même sujet, le même thème, qui est l'automatisation complète en biochimie. Je vais me focaliser sur la biochimie et je vais vous apporter notre petite expérience à l'hôpital militaire Avicenne de Marrakech, qui vient d'acquérir une nouvelle plateforme d'automatisation, bien sûr, et qui est cette Alinity CI Series. Alors, vous allez remarquer que déjà le nom Alinity CI Series, c'est un mot complexe qui veut dire que l'Alinity, c'est un automate, oui, d'accord, mais c'est une série d'automates en fait. On peut l'adopter et l'adapter pour notre laboratoire, selon, bien sûr, selon l'espace, qui est une contrainte, comme l'avait dit ma confrère, parce que l'espace, c'est une contrainte majeure pour l'acquisition d'un automate. Alors, l'essentiel a été dit au cours de la précédente présentation par ma collègue biochimiste. Donc, moi, je vais beaucoup être plus précis concernant la lexique de l'automatisation et le jargon utilisé dans cette automatisation. Et je vais finir par l'évaluation, parce que l'automate, une fois acquis, il faut l'évaluer. Il ne faut pas se lancer d'une façon aveugle sur l'automate. Il faut d'abord, il faut construire cette confiance entre le technicien, entre le biologiste et l'automate acquis. Il ne faut pas se fier uniquement à ce que déclare le fournisseur, quel qu'il soit le fournisseur. Mais il faut d'abord construire cette confiance. Et pour construire cette confiance, il y a un processus qu'il faut respecter et que tout biologiste doit respecter, et même c'est obligatoire. Il faut évaluer notre automate. Est-ce qu'il répond bien à ce que déclare le fournisseur, à ce qu'il déclare les sociétés savantes? Et ce qu'on a essayé de faire dans notre après acquisition de notre automate. Donc je vais commencer. Alors, je vais contextualiser d'abord cette automatisation. Alors, ça consiste à une transformation totale du laboratoire. Lorsqu'on automatise, c'est une transformation totale dans notre activité, de nos habitudes, des habitudes des techniciens, des habitudes quotidiennes. C'est un chamboulement des habitudes de biologie médicale en général. Et ça consiste en fait à consolider, à intégrer pour aboutir en fin de compte, parce qu'au bout du tunnel, c'est l'optimisation des moyens. Il faut optimiser les moyens. Et pour les optimiser, il faut automatiser et consolider. On va voir ces termes. Consolidation, intégration, c'est pas la même chose. Donc, mais la finalité, c'est l'automatisation. Et bien sûr, il faut répondre à certaines contraintes économiques, parce que pas tout laboratoire peut se permettre une grande plateforme. Donc, il faut qu'il y ait une certaine adaptation entre les moyens qu'on a entre les mains et ce qu'on peut s'offrir. Donc, il faut prendre en considération cette contrainte économique. Et je vais finir, bien sûr, par présenter dans ce contexte-là notre petite expérience à l'hôpital militaire Avicenne de Marrakech. Alors, les objectifs de cette réorganisation, c'est d'abord augmenter la productivité, chose qu'on commence à sentir juste après 6 mois de cette acquisition, de notre nouvelle acquisition, et bien sûr, penser aussi à réduire les coûts. Et qui dit réduire les coûts, c'est augmenter la rentabilité. Bien sûr, toujours, il ne faut pas oublier que nous sommes là pour donner une prestation de qualité à nos patients, parce que notre premier souci, notre premier client, c'est le patient. Donc, il faut lui donner des prestations de qualité qui sont fiables, à qui on peut faire confiance. Alors, si vous prenez l'automate, en fait, c'est le pivot. Mais attention, il y a des phases pré-analytiques et des phases post-analytiques. Si on pense automatisation, il faut penser à automatiser aussi tout ce qui est en amont, tout ce qui est en aval de l'automate. Et tout ça
va permettre, bien sûr, la standardisation des traitements d'échantillons. Donc, même si on change de laboratoire, c'est le même traitement d'échantillons d'un laboratoire à un autre. On parle de standardisation et c'est un terme qui fait partie du jargon de cette automatisation. Alors d'abord, quelques définitions pour qu'on soit d'accord. L'intégration. L'intégration, c'est créer un lien automatisé entre les étapes analytiques. C'est des liens entre tout ce qui est pré-analytique, analytique et post-analytique. Puis après, il y a la consolidation, ce terme consolidé, ça veut dire consolidé, c'est sur la même plateforme avoir des techniques différentes et pouvoir faire des paramètres différents. Et c'est ce qu'on appelle consolider. Donc intégrer, c'est pas consolider. Okay, pour être d'accord. Et tout ça, c'est pour faire des analyses, pour avoir un service continu, surtout pour un établissement hospitalier tel que le nôtre. Nous sommes sollicités 24 sur 24 heures, ça ne doit pas être arrêté. On fait face à des urgences, on fait face à des services hospitaliers, donc c'est une activité en continu. Et l'automatisation, heureusement, elle nous permet de répondre à cette exigence. Alors, les objectifs qui ont été déjà cités, c'est réduire le nombre de techniciens, avoir beaucoup plus de techniciens qualifiés en termes de qualité que en quantité, diminuer au maximum les erreurs humaines, et on sait très bien que avant l'automatisation, il y avait beaucoup de sources d'erreurs et qu'on a essayé de minimaliser au cours de cette automatisation. Et bien sûr, penser aussi à l'opérateur, c'est penser aux conditions d'hygiène et de sécurité pour le manipulateur. Alors, tout ça, ça nous a amené à parler de système modulaire. Alors, il y a des modules. Lorsqu'on parle d'automatisation, on parle de modules. Et les modules, généralement, il y a des modules de chimie et il y a des modules d'immunoassay. Et ces modules-là, on va essayer de les consolider. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qui fait l'automatisation. Elle consolide tout ce qui est chimie et immunoassay sur la même plateforme et ça donne le nom de consolidation. Alors, tout ce qui vient avant l'analyse, c'est d'abord la réception, comment on va réceptionner nos échantillons, comment on va les trier, et tout ça, l'automatisation permet de le faire. Si on a les moyens, on peut se permettre de faire une automatisation pré-analytique. Pensez aussi au pré-traitement. Lorsque j'ai dit pré-traitement de l'échantillon, c'est surtout la centrifugation, dont la durée et la vitesse doivent être bien sûr bien étudiées selon le paramètre. Pensez aussi à garder des traces de notre échantillon. C'est ce qu'on appelle l'alicotage et l'archivage automatisé. Et bien, l'automatisation, il permet de faire cette étape post-analytique. Et parfois, on est appelé à même préparer ce qu'on appelle des échantillons secondaires pour les donner à d'autres départements. S'il y a s'il y a une sous-traitance avec d'autres départements pour des paramètres très, très spécialisés, pensez à récupérer un échantillon secondaire pour le donner à notre département et ça nous arrive. Lorsqu'on a des départements qui sont séparés, on essaie de garder un échantillon secondaire pour le mettre à disposition des autres départements. Alors ici, vous allez voir une belle image. Cette image-là est destinée pour les personnes qui ont beaucoup de moyens. Et tout ce que vous voyez devant vous, en fait, c'est l'automatisation en amont et en aval de l'automate lui-même. Alors ici, j'ai présenté un système d'ABOT qui est destiné pour les grands débits, pour les grands laboratoires, et il permet de faire l'automatisation, tout ce qui est pré-analytique. Alors, il suffit de lui donner l'échantillon même en vrac, et ça permet, lui, de faire le tri d'échantillons.
Après le tri, bien sûr, il y a l'étape de centrifugation, il y a l'étape même de débouchage. Vous pouvez déboucher votre échantillon. Et après, il y a le convoyage vers l'automate. Après le convoyage, l'automate va traiter votre échantillon, va vous sortir des résultats. Et après les résultats, vous savez très bien qu'après la sortie des résultats, il y a une étape très importante, ce qu'on appelle la validation technique. Et cette validation technique, elle est faite par nos techniciens qui sont qualifiés. Et le biologiste, il vient en fin de cursus pour faire la deuxième validation, qui est la validation biologique. Donc nous, au cours de cette validation technique, on fait confiance à nos techniciens, parce que s'il y a des repassages à faire, s'il y a des tests réflexes, comme a dit ma confrère, il y a des tests réflexes à faire, soit une dilution, soit un repassage, soit la constatation ou le constat d'une non-concordance entre les résultats. On essaye de refaire le paramètre, de refaire l'analyse avant de l'envoyer vers le site du laboratoire, le système informatique du laboratoire. Je viens à l'étape post-analytique. Vous voyez, vous allez voir, il y a des tiroirs. Ça, c'est la sérothèque pour faire l'archivage de votre échantillon. Après, bien sûr, rebouchage, parce que vous devez reboucher. Et le rebouchage, il est lui-même fait par cette plateforme automatisée. Et après rebouchage, bien sûr, il y a une sérothèque. Et la sérothèque, vous pouvez même gérer la durée de conservation de chaque échantillon, selon les recommandations. Et vous savez très bien que notre GBEA marocain, actuellement, il exige pour certains paramètres l'archivage jusqu'à 1 an, surtout pour les marqueurs tumoraux. Il nous est obligé, il nous est recommandé, et c'est par force de loi, d'archiver nos sérums et d'archiver, bien sûr, les résultats. Alors, bien sûr, tout ça, il aura des impacts. Bien sûr, impact surtout sur les ressources humaines, réduction des tâches répétitives, déplacement vers des tâches plus hautes. Donc, si le technicien se trouve libéré, on peut lui affecter d'autres tâches plus importantes. Et bien sûr, la nécessité de formation, d'adaptation pour le personnel. Tout ça, ça exige. Et heureusement pour nous, notre partenaire, lorsqu'il y a l'étape d'acquisition, il y a une étape de familiarisation et de formation avec l'automate, et qui peut durer jusqu'à 3 semaines. En équipe, on fait ça en équipe, de chaque petit groupe de techniciens qui subit la formation et la familiarisation avec l'automate. Ça, c'est une étape très, très importante pour la formation du personnel. Et bien sûr, pensez à renforcer le travail d'équipe, parce que sur un automate, on travaille en équipe. Alors, au cours de la réception d'échantillons, ce qui est le point le plus important ici, c'est la non-conformité. Eh bien, la non-conformité, elle est gérée aussi par l'automatisation. Vous pouvez, ça peut un peu vous étonner, mais la non-conformité peut être aussi gérée par, et je vais revenir là-dessus pour vous dire comment. Alors, l'étiquetage à barre dans les services prescripteurs, nous maintenant, on a une connectivité avec les prescripteurs et l'étiquetage se fait au sein même des services hospitaliers. Donc, on reçoit l'échantillon déjà étiqueté. Et après étiquetage dans les services, la tâche devient encore plus facile et plus aisée parce que la configuration de tous nos paramètres a été déjà faite au sein des services. Donc, lorsqu'on reçoit le tube étiqueté du service hospitalier, il est déjà saisi dans le système informatique. Une fois pré-traité et déposé sur l'automate, il va savoir ce qu'il va faire dessus. Alors, la centrifugation, je vais dire un mot sur la centrifugation. Cette centrifugation doit faire l'objet d'un consensus entre le technicien, entre le biologiste et même entre le prescripteur pour avoir son mot à dire par rapport à la centrifugation. Parce que l'échantillon, les différentes matrices ne sont pas les mêmes. Il y a des matrices, il y a des sérums, il y a du plasma, il y a des urines, il y a même des matrices alternatives, la salive, tout ça. Donc on doit se mettre d'accord sur, et bien sûr sur la vitesse et sur la durée de centrifugation.
Alors, le débouchage et archivage, ça, c'est un luxe. Il y a des automates même qui peuvent faire le débouchage de votre échantillon. Et ça nécessite quand même une technologie un peu très, très poussée pour déboucher déjà parce que vous savez très bien que le SPSV, le système de prélèvement sous vide, il y avait le vide dans le tube. Et après le vide, lorsque vous le remplissez, vous remplissez votre vide, vous cassez le vide. Et là, ça va mettre une pression sur le bouchon. Et pour déboucher, vraiment, il faut mettre une force pour déboucher. Et tout ça, ça nécessite un investissement de plus pour pouvoir arriver à ce débouchage. Et figurez-vous, on avait ce débouchage. On pouvait le faire. Alors, la création d'échantillons secondaires, j'en avais parlé, c'est aussi bien pour l'archivage que pour les sous-traitances avec d'autres laboratoires qui centralisent certains tests qui sont très, très spécialisés. Alors, la sérothèque, il y a différents types de sérothèque, d'une simple conservation à la traçabilité totale, ça va d'une simple conservation jusqu'à une traçabilité totale. Alors maintenant, la conservation des prélèvements, ça dépend des laboratoires. Nous, pour tous les examens de routine, on le conserve une semaine. Donc après une semaine, on passe à la deuxième semaine et ainsi de suite. On peut refaire, si jamais il y a un doute ou il y a une sollicitation à partir du service prescripteur, on peut refaire le test. On peut même rajouter des tests du moment qu'on a l'échantillon encore sous la main. Et pensez bien sûr à optimiser cet espace de stockage. Et nous, c'est des grands réfrigérateurs qui nous permettent de faire cette optimisation de cet espace. Alors, pour les urines, c'est un peu particulier. Vous savez très bien que les urines, déjà pour les récupérer, c'est sur un conditionnement un peu particulier. Il faut penser, est-ce qu'on va utiliser le système de flacon? Est-ce qu'on va utiliser le système de tube ou de navette? Parce que maintenant, il y a les navettes qui permettent de récupérer les urines, surtout pour les malades qui sont en service de réanimation. C'est-à-dire sur la pochette de récupération des urines, on peut avoir un échantillon urinaire. Mais si vous avez ce type d'échantillon, il faut penser comment l'adapter sur votre automate. Et ça, c'est aussi un souci de plus. Alors pour nous, comment on a acquis notre automate? Alors nous, comme nous respectons, nous sommes un service public, donc on passe par la procédure d'appel d'offres. Pour avoir une certaine concurrence loyale entre les différents fournisseurs qui existent sur le marché. Alors, lors de la dernière consultation, on a eu affaire à 7 fournisseurs qui ont proposé ce qu'ils ont sur le marché. Ce qu'ils ont, chacun, il a un automate, il a une solution à offrir. Et nous, on a posé des critères pour faire le départage entre ces différents fournisseurs. Et ces critères, c'est ce qu'on appelle le cahier de prescription spécial. Et là, le rôle du biologiste, il est pivotal, il est important. Vous devez exprimer vos besoins. Qu'est-ce que vous voulez exactement pour pouvoir départager les fournisseurs? Alors, les critères clés, c'est l'automatisation, c'est l'intégration, c'est la cadence de l'automate et c'est le coût du test. Ça, c'est très, très important parce que les deniers publics, bien sûr, nous, on pense deniers publics, donc il faut avoir le maximum, le minimum de prix possible et le maximum de rentabilité et de productivité. Alors, j'avais dit, c'est l'importance de l'évaluation des besoins, bien sûr, c'est ça le CPS. Et le choix final a été basé sur une solution qui est flexible et économique, bien sûr. La flexibilité par rapport à notre activité, la flexibilité par rapport au approvisionnement en réactifs, la flexibilité aussi par rapport à l'approvisionnement en tout ce qui est consommable. Et bien sûr, économique, ça doit être un coût que le prix de revient doit être le plus bas possible. Alors notre sélection a été faite, ça a été sorti selon les critères de choix qu'on avait posés au début.
la sortie, c'était objectivé sur l'Anity CI Series. Alors, CIC, c'est pour chimie, I, c'est pour immunoanalyse. Série, ça veut dire que vous pouvez avoir plusieurs plateformes à la fois, plusieurs configurations, soit 2 CI, un immuno, soit un C et 2 immunos. Vous pouvez faire la configuration que vous voulez selon l'espace qui est disponible sur votre laboratoire. Nous, la solution qu'on avait adoptée, on avait adopté 2 CI, donc 2 auto-analyseurs CI qui sont séparés, donc d'un système modulaire CI-CI, puis après, à côté, un autre CI-CI. Alors, c'est pourquoi on avait choisi cette solution, parce qu'il y a la robustesse, il y a la praticabilité et la rapidité d'exécution. C'est ce qu'on cherche, c'est avoir cette rapidité d'exécution. Et cette rapidité d'exécution, elle est exprimée par un paramètre très important, c'est le TAT. Le TAT, c'est Turnaround Time. Turnaround Time. C'est il faut qu'il soit le plus réduit possible. Et les fournisseurs, comme concurrence, ils ont même le STAT. Alors le STAT, c'est quoi? C'est le Short TAT. C'est encore un temps d'exécution encore plus réduit et qui est fait pour certains paramètres, surtout les paramètres d'urgence, notamment la troponine et d'autres paramètres. Alors, tout ça, bien sûr, même avec nos choix, même avec nos critères, nos exigences, ça doit respecter l'adéquation avec l'organisation de notre laboratoire. Il est beau d'acquérir des grands automates, mais est-ce que l'espace de votre laboratoire le permet? Donc, il faut penser à faire une adéquation entre les automates acquis et bien sûr l'organisation de tout le laboratoire. Alors après acquisition, on a structuré notre automate selon une ligne sérum, ce qu'on appelle une organisation ligne sérum, c'est que le sérum il arrive directement à l'automate, transfert d'échantillons par des convoyeurs vers les analyseurs, et puis après, gestion intelligente des flux d'échantillons. Alors cette gestion intelligente des flux d'échantillons, c'est très très important. Et si vous avez cette intelligence de gestion, c'est que vous pouvez faire passer ce qu'on appelle des échantillons en urgence et après les échantillons en routine. Et mise en place d'un système de traçabilité et d'archivage. Heureusement, lorsqu'on a acquis notre automate, on a acquis avec lui ce qu'on appelle le middleware. Alors le middleware, il ne faut pas le sous-estimer. C'est un système informatique qui vient, il porte déjà son nom, il vient comme intermédiaire entre le système informatique du laboratoire et l'automate. Sur l'automate, vous avez une interface, bien sûr, c'est le tableau de bord de l'automate, mais vous avez en plus un middleware. Alors ce middleware, il parle à l'automate en même temps et il parle au système informatique de laboratoire. Il y a un langage qui se fait entre le SIL, le middleware, puis après l'automate. Et ce langage se fait de façon bidirectionnelle. Il y a un chemin d'aller, l'exécution est dans l'ordre d'exécuter, puis après, lorsque le résultat est sorti, bien sûr, il y a un retour vers le middleware. Et au niveau du middleware, là, le technicien peut faire sa validation technique. Et au cours de cette validation, le résultat ne peut être transféré au SIL qu'après validation technique au niveau de middleware. Alors le middleware comme avantage, et le middleware qu'on avait acquis, j'en avais parlé lorsque j'avais parlé de notre automate, le middleware que j'avais, pardon, pour faire le marche arrière, je vais faire marche arrière. Excusez-moi. Alors, le middleware, c'est le VM BIC, qui est lui-même du même fournisseur Abbott. Donc, ce middleware, ça permet aussi de faire cette étape très importante, c'est la validation des méthodes. Et on va voir comment on avait mis à profit notre middleware pour valider certains paramètres sur l'automate. Alors, je reviens là où j'ai... Alors, on a obtenu cette optimisation et on a constaté qu'on a réduit en fait les étapes de 18 à 8 étapes. Donc on a retranché 10 étapes quand même. Donc vous voyez le gain de temps et le gain
du confort du technicien. Réduction de temps d'attente et des manipulations, bien sûr. Augmentation de la productivité avec un personnel réduit et gain économique substantiel. Et là, on l'a constaté, c'est qu'on a gagné beaucoup avec cette automatisation. Alors, l'amélioration, bien sûr, du coût du test. Le test, il nous revient encore moins cher qu'auparavant. Et ça fait augmenter notre taux de productivité en termes financiers. Et on a constaté que même l'impact sur notre personnel, il y a un certain confort pour notre personnel. Et ça, avec l'interaction avec le personnel, il y a une certaine satisfaction quant à la manipulation de ces automates. Alors, voilà l'automate qu'on avait acquis. Vous allez voir qu'il y a deux modules, système modulaire. Ça, c'est l'intégration. Et il y a de l'intégration et de la consolidation ici. Alors, la consolidation, vous voyez qu'il y a un système C, c'est C, c'est la partie chimie, qui est consolidée avec la partie immuno. Donc, tout ce qui est à votre gauche, c'est la partie chimie. On va voir ce qui se passe dedans. Et puis après, vous avez les immunoassays, tout ce qui est immunoanalyse. Alors, cette série d'analyses, c'est des instruments de pointe conçus pour les analyses cliniques, pour une certaine efficacité et fiabilité de gestion d'échantillons. Alors, il y a deux modules, comme j'avais dit, c'est le module chimie et le module immuno. Alors, si on prend ce petit tableau de bord, ça répond à toutes les exigences qu'on avait déjà sur notre CPS. Quant à la capacité d'échantillons, quant à la capacité des réactifs à bord, parce que regardez le nombre de réactifs à bord, de chargement des réactifs, c'est plus de presque 120 réactifs à bord. 120 réactifs, ça veut dire 120 paramètres qu'on peut exécuter sur la même plateforme. Et bien sûr, l'archivage, on peut stocker jusqu'à 20 000 résultats. Et l'identification positive, ce qu'on appelle l'identification positive, c'est l'usage de ces codes à base. Alors, le fonctionnement de l'automate, il permet l'inventaire de tous les réactifs, même ils sont nombreux, une maintenance qui est automatique, il fait sa petite douche matinale, il peut la faire, vous pouvez la configurer, et il gère même les statuts des réactifs avec les dates de péremption et la date de mise à bord. Il vous dit combien ce réactif a passé, a séjourné sur votre automate. Il permet même le contrôle de qualité et les calibrations. Et il y a même des alarmes qui sont émises pour vous dire attention, il faut calibrer, il y a tant de calibration. Et la gestion des données et résultats, bien sûr. Alors, les techniques à bord. Maintenant, les techniques analytiques. Alors, sur l'analytique, c'est la partie chimie. Il y a de la photométrie et il y a de la potentiométrie particulièrement. Mais à côté, il y a de la turbidimétrie. Il ne faut pas oublier, c'est une technique, c'est vrai, d'immunoanalyse. Mais attention, c'est une immunoanalyse sans traceur, cette fois. Il y a la réaction antigène-anticorps, mais sans marqueur. Et on utilise la photométrie pour évaluer notre trouble. Notre trouble, c'est la turbidimétrie qui donne ce trouble. Il y a réaction antigène-anticorps, mais il ne fait pas partie de la partie immunoanalyse. Parce que dans la partie I, là où il y a l'immunoassay proprement dit, la technique utilisée, c'est la chimiluminescence. C'est une technique d'excitation chimique de certains produits chimiluminescents qui vont émettre une certaine radiation. Et après excitation, il y a émission de lumière. Et cette émission de lumière qu'on va évaluer pour avoir une idée sur le dosage. Alors, la photométrie, pour ceux qui veulent se rappeler un petit peu de la photométrie, c'est le schéma classique des photomètres. Alors, sur ce schéma classique, on l'applique aussi bien pour la spectrophotométrie dans l'UV, dans le visible, et aussi pour la turbidimétrie. C'est le même dispositif qui est sur la même plateforme. Donc, puis après, vous avez la potentiométrie, cette potentiométrie qui est classique. Vous savez très bien la potentiométrie,
c'est une DDP à calculer, c'est une différence de potentiel entre un pôle de mesure et un pôle de référence. Mais tout ça, vous n'allez pas le voir sur l'automate. L'automate, la technologie Abbott, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a présenté un module ICT, et c'est une tour, là où il y a les 3 électrodes, aussi bien pour sodium, potassium, chlore, et l'électrode de référence. Alors, pour la 3e technique, pardon, je n'arrive pas à manipuler ce. Alors, pour la chimiluminescence, je reviens à la 3e technique qui est la chimiluminescence. Alors, la chimiluminescence qui est utilisée sur le module I, on utilise des produits qui peuvent être excités par une réaction chimique. Le produit qu'on utilise, nous, c'est l'ester d'acridinium. Il y a d'autres qui utilisent le luminol, mais c'est le même principe. C'est une excitation chimique dans un pH bien particulier, parfois des pH alcalins, et c'est généralement des pH alcalins, et qui vont donner un produit excité qui va émettre de la luminescence, mais par excitation chimique. C'est pour ça qu'on parle de chimiluminescence. Alors le TAT, je reviens à ce TAT, c'est le turnaround time, c'est le plus réduit, et notre automate répond à ce bref temps de réponse, et surtout pour les paramètres d'urgence. Je précise très bien les paramètres d'urgence. Alors, un point très important, c'est cette adaptabilité de l'automate. C'est surtout, on parle de système multimodulaire. Le système qu'on a, nous, pour lequel on a opté pour un système bimodulaire. Il y a de la chimie lumino-analyse, mais toujours est-il, vous pouvez opter pour un module de chimie, 2 modules d'immuno, 3 modules d'immuno avec un module de chimie. Vous pouvez faire la configuration que vous voulez. C'est pour ça le nom, c'est CI Series. Donc, selon le besoin de chaque laboratoire, il peut faire la configuration qu'il veut et le fournisseur va vous répondre à votre configuration. Alors, l'autre point très important, c'est l'interconnectivité. Alors, l'interconnectivité, il faut insister sur ce point. Votre automate doit être connectable aussi bien avec et le middleware et le SIL. Parce que si jamais un jour le SIL qui tombe en panne, et ça peut arriver, tout système informatique a ses défaillances, on peut utiliser le middleware comme procédure en dégradé pour faire sortir les résultats et éditer même des comptes rendus. Et le middleware, il permet de faire ça. Alors, je viens maintenant, je vais terminer par notre petite expérience au laboratoire sur ce système Alinity. Alors, lorsqu'on avait acquis notre automate, cette plateforme Alinity, on était obligé de faire des évaluations, de tester les performances de cet automate. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre, cet automate, pour pouvoir lui faire confiance. Alors, on a commencé avec nos résidents et nos techniciens à juguler un petit peu ce niveau de performance. On a demandé à faire des validations de méthode. Alors, lorsque j'avais posé la question faire une validation de méthode, c'est vrai, il y a des logiciels qui permettent ça, mais figurez-vous, notre middleware qui est le VM-Big, il permet de faire la validation. Et on a mis à profit notre middleware pour mener cette validation. Alors, c'est quoi cette validation? C'est confirmé par des preuves que les exigences particulières pour l'usage spécifique prévues pour cet automate en répondant bien sûr aux exigences de la norme ISO 15189. Alors, les résultats doivent être justes, fiables. C'est une obligation de tout biologiste dans son laboratoire. Et c'est un processus qui permet, ce processus de validation, c'est un processus qui va vous permettre de faire une évaluation des performances de la méthode utilisée, bien sûr en la comparant à des références standards. Et lorsque je parle de références standards, c'est par rapport aux références des sociétés savantes, telles que la Société française de biologie clinique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous, on a opté pour 6 paramètres.
on s'est focalisé sur le module chimie, comme elle est le plus sollicité. On a testé et le calcium, et la glycémie, et l'urée, la créatine, le potassium et le sodium. Je vais passer rapidement les résultats et vous allez voir que les CV obtenus pour la répétabilité, pour la reproductibilité, s'approchent, ils sont même inférieurs à ce qui est déclaré par les RICOS ou par la Société française de biologie clinique. Donc, on a bâti notre confiance en notre automate. Vous allez voir, je vais passer rapidement pour ne pas déborder dans le temps. Alors, l'étude a été menée sur 30 jours, bien sûr. On a testé la répétabilité et la reproductibilité. Qu'est-ce qu'on a utilisé comme échantillon? On a utilisé des contrôles qui sont titrés avec 3 niveaux. Le niveau bas, le niveau moyen et le niveau haut. Alors, pour la répétabilité, bien sûr, c'est des tests à répéter 30 fois par jour. Pour la reproductibilité, on change un paramètre et on fait sur 30 jours le même pour savoir l'impact des erreurs qui peuvent être menées de l'extérieur. Et bien sûr, on a utilisé notre middleware EVMB pour exploiter nos résultats. Alors, les résultats, vous allez le voir. Regardez juste les CV trouvés sont en gras. Par rapport au CV pour le calcium, vous allez voir qu'il y a des CV qui sont très, très acceptables. Ça, c'est des résultats concrets qu'on avait fait et c'est un travail que les résidents ont mené. Et pour nos résidents, c'était l'occasion pour eux de faire le premier contact avec un nouveau automate. Et ça, c'est très important parce qu'un jour, ils seront des directeurs de laboratoire. Donc, ils vont acquérir des automates. Ils auront à faire ça. Alors, pour le calcium, ça, on a présenté le niveau. Ça, c'est le niveau du calcium. Vous allez voir sur l'EVGening qu'il y a une très, très, très belle courbe. Alors, pour l'urée, la même chose, les CV sont très, très acceptables. Je passe rapidement le niveau moyen d'urée. Puis après, la créatinine, vous allez voir. C'est la répétabilité toujours. La répétabilité pour la glycémie, des CV qui sont très, très, très acceptables. Et même, ils sont plus bas encore que ceux de la SFPC. Pour la glycémie, on a fait l'EVGening pour le niveau bas. Puis après, on est passé au potassium, on a choisi 2 électrolytes pour pouvoir tester le module SCT et ça a donné de bons résultats. De même pour le sodium, donc 2 électrolytes sodium-potassium. Puis après, on est passé à la reproductibilité. La reproductibilité, c'est aussi des valeurs qui sont très acceptables. Et vous allez voir, pour le sodium, on a un petit, avec le niveau, c'est 1,09 pour 0,9 de la SFBC, mais c'est acceptable. La créatinine, alors vous allez remarquer pour la créatinine, lorsqu'on est au niveau haut, la reproductibilité est entachée un petit peu d'erreur. Et je vais vous dire pourquoi. Cette erreur, comme j'avais expliqué à mes résidents, elle ressort en fait de la technique elle-même, qui est une technique colorimétrique de Jaffe. Et pour la créatinine, ceux qui ont les moyens actuellement dans les laboratoires, ils ne font pas la créatinine par technique colorimétrique de Jaffe. Et il a encore une vie devant elle, cette technique, mais il opte beaucoup plus pour la créatinine enzymatique. C'est un peu plus cher, mais elle est plus reproductible que la technique colorimétrique. Mais je ne veux pas dire par cela qu'il faut abandonner Jaffe. Non, je ne le dis pas. Mais pour les valeurs très hautes, ça crée un petit problème. Alors le calcium, vous allez voir, il y a des CV qui sont un petit peu plus élevés. Pourquoi? Pour la simple raison que le calcium, je vais vous dire pour le calcium, c'est une technique colorimétrique en utilisant des complexants. Chacun utilise un complexant. Il y a l'acénazo-3, il y a le complexant, il y a l'orthogrésolphthaléine, et ça dépend de quel réactif on utilise. Il y a des méthodes plus reproductibles que d'autres. Alors, je finis par conclure mon étude. Alors, on a obtenu cette fiabilité avec des coefficients de variation très satisfaisants. C'est une étude qui est capitale dans un laboratoire et ça permet en fait de déclencher un processus d'accréditation.
Et on peut bien sûr extrapoler, c'est recommandé d'extrapoler cette étude à d'autres paramètres, notamment les paramètres d'immunoessai. Et j'ai terminé, c'est que je peux dire maintenant, après cette petite étude, que l'intégration des automates Alinity présente une avancée significative dans ce processus d'automatisation des laboratoires. Et ça permet d'avoir des résultats de qualité et d'augmenter la productivité du laboratoire. On l'avait remarqué, si je vous donne des chiffres, moi-même je suis impressionné par notre productivité qui s'est multipliée par 2. Et puis après, ça peut bâtir un socle solide pour les pratiques laboratoires modernes et efficaces. Et bien sûr, ça représente une solution qui est innovante et durable. Je vous remercie. Et je n'ai pas débordé, heureusement.